L'Ukraine porte un coup extrêmement puissant. Les missiles ATACMS et Scalp ont détruit une base de Shahed près de l'aéroport de Donetsk. Les combattants du GUR ont stoppé l'offensive ennemie dans la région de Zaporijia. Des centaines de soldats russes ont été éliminés. Moscou fait échouer les négociations. Le Kremlin prépare une offensive de printemps. Zelensky est déjà arrivé d'urgence dans le Donbass. Le scandale avec la Hongrie prend de l'ampleur. Désormais, Budapest accuse les Ukrainiens de menaces envers sa joueuse de tennis. Les sanctions commencent à porter leurs fruits. La Suède a pour la première fois arrêté un navire russe figurant sur la liste des sanctions ukrainiennes. Les États-Unis évoquent un assouplissement des restrictions sur le pétrole russe dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient. Donald Tusk a réagi fermement à une telle idée. Un scandale retentissant éclate aux Jeux paralympiques. Le drapeau ukrainien a été porté dans l'arène malgré le boycott par l'Ukraine de la cérémonie d'ouverture. Bonjour à tous, je m'appelle Katerina Nesterenko et tout de suite, parlons de l'essentiel. Mais d'abord, mettez un like à cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne Ukraine aujourd'hui pour que nous ne nous perdions plus sur YouTube. La Russie se prépare à une nouvelle offensive dès ce printemps. C'est ce qu'a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors de sa visite dans la région de Donetsk. Aujourd'hui, la région de Donetsk, c'est notre terre, ce sont nos soldats. La 28e brigade, la 100e, la 24e brigade mécanisée indépendante, la 36e brigade de Marines. Je tiens à remercier chacun d'entre vous, tous ceux qui défendent notre État. Druzhkovka, Kramatorsk, Slaviansk et d'autres de nos villes. Les Russes ne renoncent pas à la guerre et ici, dans la région de Donetsk, ils préparent une offensive pour le printemps. Cependant, malgré tout, nos militaires poursuivent un combat digne contre l'ennemi, transformant la vie de l'occupant en enfer. La veille, les forces de défense de l'Ukraine ont attaqué à l'aide de missiles ATACMS et Scalp le territoire de l'aéroport de Donetsk, où les Russes avaient installé une plateforme de lancement pour des drones kamikazes de type Shahed. C'est quelque chose qu'il faut voir. Et voici maintenant la région de Kharkiv. Dans la ville de Kupiansk, le régiment Skeli a repris et nettoyé de l'occupant le bâtiment de l'hôpital de district, le collège et l'usine de construction mécanique. Ils ont également fait des prisonniers. Ils ont dit, sortez les mains en l'air ou, sinon nous allons vous, détruire, éliminer. Voilà, tout le monde est sorti, les gars sont partis. J'étais le dernier derrière eux, car j'étais blessé. C'est tout. On nous a sortis et dirigés vers le point d'évacuation. Le renseignement militaire a stoppé l'offensive à Zaporijia. Au cours des actions actives, les forces spéciales ont éliminé plus de 300 occupants, tués ou blessés. Encore 39 militaires russes ont été faits prisonniers. Par des frappes précises de drones et d'artillerie, les éclaireurs militaires limitent systématiquement les capacités logistiques des Russes. En raison du manque de ravitaillement, les occupants renoncent de plus en plus souvent aux actions d'assaut dans cette direction. C'est toi, match. Les militaires ukrainiens ne laissent aucun répit à l'ennemi, même sur son propre territoire. Les gardes-frontières de l'unité Chimère frappent des cibles militaires dans la région de Bryansk. En particulier, l'abattage des Shahed est un travail quotidien. Je ne cesse d'admirer le courage et l'héroïsme des soldats ukrainiens. Ils tiennent le front et résistent à une immense horde qui les dépasse largement en nombre. C'est pourquoi j'appelle à soutenir les forces armées ukrainiennes. Si vous ne pouvez pas le faire financièrement, écrivez-leur des mots de soutien dans les commentaires. Je sais qu'ils nous regardent. Pendant ce temps, au sein même de la pseudo-empire, le taux de confiance envers Poutine chute rapidement. Depuis le début de la soi-disant opération militaire spéciale, le niveau de confiance envers le chef russe est tombé à son minimum. Ce sont les données du Centre pan-russe d'études de l'opinion publique. Il est rapporté que le pic de confiance envers le tsar Poutine a eu lieu en mars 2024, après quoi sa cote a chuté de 34,2%, atteignant 32,1 points. C'est la valeur minimale depuis le début de l'invasion à grande échelle de la Russie en Ukraine. La confiance envers Russie unie diminue également. La liste des hommes politiques auxquels les Russes font le plus confiance n'a pratiquement pas changé ces dernières années. Après Poutine, on retrouve toujours le ministre des Affaires étrangères Lavrov et le Premier ministre Mikhail Mishustin. Mais comme on le sait, Poutine lui-même et sa clique se moquent complètement de tous ces classements. À leur électorat, ils annonceront bien sûr les chiffres qui les arrangent. Scandale lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques 2026. Le drapeau ukrainien a été porté dans l'arène en dépit du boycott annoncé par l'Ukraine de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques d'hiver. La partie ukrainienne avait exigé qu'aucun symbole national ne soit utilisé lors de l'événement.
Cependant, les organisateurs ont ignoré cette demande et ont présenté dans l'arène une pancarte portant l'inscription Ukraine, ainsi que le drapeau national en l'absence de représentants de notre délégation. Les athlètes ukrainiens n'ont pas participé au défilé des nations en raison de la décision controversée du Comité international paralympique qui a autorisé les sportifs russes et biélorusses à concourir sous leurs drapeaux nationaux. Pour que vous compreniez, grâce à cette décision pour la première fois depuis 2014, lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques, les athlètes russes ont pu défiler avec le drapeau de leur pays. 16 pays ont soutenu l'Ukraine dans le boycott de la cérémonie d'ouverture. Certains responsables européens et représentants des institutions de l'UE ont également annoncé officiellement leur refus de participer avec leur délégation. Le ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine, Andriy Sybiha, a remercié tous les pays qui ont soutenu la position de Kiev pour leur solidarité. Les responsables ukrainiens n'assisteront pas à la cérémonie d'ouverture ni à d'autres événements officiels paralympiques et la télévision publique ne diffusera pas la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques. La télévision polonaise a également boycotté la diffusion de la cérémonie d'ouverture. La chaîne WP3 a affiché un message de soutien à l'Ukraine. Et malgré le boycott de la cérémonie d'ouverture, les athlètes ukrainiens participent aux compétitions afin que les Russes ne se relâchent pas et ne pensent pas que la victoire leur est déjà acquise. Et le résultat ne s'est pas fait attendre. Pendant ce temps, lors de sa première journée de compétition aux Jeux paralympiques 2026, l'Ukraine a terminé avec 6 médailles, dont 3 en or. Nous partageons la première place avec l'équipe de Chine. Félicitations à nos médaillés pour cette brillante victoire et merci de nous donner une nouvelle raison d'être fiers de l'Ukraine. Écrivez vous aussi quelques mots chaleureux de soutien à nos para-athlètes dans les commentaires. En lisant les commentaires sous les précédentes émissions, je vois que beaucoup d'entre vous nous regardent depuis l'Europe, le Kazakhstan, la Moldavie et même les États-Unis. Nous, les Ukrainiens, vous sommes reconnaissants pour votre soutien et fiers d'avoir des spectateurs aussi sensés. Écrivez sous cette émission de quel pays vous nous regardez et si, chez vous, on soutient notre lutte contre l'empire du mal. Je lis toujours vos commentaires avec plaisir et nous, de notre côté, continuons. La suite sera la plus intéressante. À la veille du 6 mars, l'Ukraine a réussi à récupérer nos convoyeurs de fonds qui avaient été arrêtés en Hongrie, mais l'argent et l'or saisis n'ont pas été restitués. À cause de cela, comme l'a déclaré la Banque nationale d'Ukraine, une pénurie de liquidités est apparue dans les banques ukrainiennes. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le ministre des Affaires étrangères de Hongrie, Péter Szijjártó, a accusé les Ukrainiens d'avoir menacé la joueuse de tennis hongroise Panna Udvardy avant un match contre une Ukrainienne lors du tournoi d'Antalya qui s'est tenu du 3 au 8 mars. Apparemment, la sportive hongroise aurait reçu une lettre exigeant qu'elle perde le match, sous peine d'enlèvement de sa mère et de sa grand-mère. Selon Szijjártó, la Hongrie a même dû assurer une protection supplémentaire pour la sportive. Et notre joueuse de tennis Angelina Kalinina a alors battu Panna Udvardy en 2-7. L'Ukraine n'a pas encore commenté ces accusations, mais on observe en même temps une influence russe claire dans la politique hongroise. Un média hongrois, citant des sources européennes dans le domaine de la sécurité nationale, écrit que la Russie souhaite s'ingérer dans les élections en Hongrie afin de maintenir Orban au pouvoir. Une équipe de consultants politiques russes a même déjà été envoyée à Budapest. Selon la publication, la délégation est dirigée par Sergueï Kirienko, ancien chef de la société d'État nucléaire Rosatom et premier adjoint du chef de l'administration de Poutine. Moscou se retire des négociations de paix avec Kiev en utilisant le conflit au Moyen-Orient. Telles sont les conclusions des experts de l'Institut pour l'étude de la guerre. Les négociations sont-elles vraiment terminées ou s'agit-il seulement d'une pause temporaire ? Trump a-t-il vraiment complètement perdu tout intérêt pour la guerre en Ukraine ? Les détails dans notre reportage. Poutine veut se retirer des négociations de paix avec l'Ukraine. Comme prétexte, la guerre au Moyen-Orient. Les responsables du Kremlin critiquent les États-Unis pour leurs opérations militaires contre l'Iran et utilisent l'escalade du conflit au Moyen-Orient afin de créer les conditions pour faire porter la responsabilité de tout échec futur des négociations de paix en Ukraine aux États-Unis. Dans le contexte des négociations, la guerre en Iran a servi les intérêts de Moscou, car ces dernières semaines, les Russes se sont concentrés sur le sabotage du processus de paix. Si vous vous souvenez, après Genève, ils préparaient déjà le terrain pour faire échouer les négociations. Qu'ont-ils fait ?
Si vous vous souvenez, il parlait de rhétorique nucléaire, affirmant que la France ou la Grande-Bretagne, il n'avait pas encore décidé laquelle exactement, prévoyait de transférer des armes nucléaires à l'Ukraine. Désormais, au lieu du pseudo-historien Medinsky à la tête de la délégation, des fake news sur le transfert d'armes nucléaires et la tentative de l'Ukraine de liquider Poutine à Valdaï, les propagandistes russes et les officiels se sont emparés du thème de la fiabilité douteuse des négociations avec les États-Unis. Et nous comprenons que parler de l'Iran, c'est aussi parler de la Russie. On va également nous traiter de la même manière, en frappant la Russie encore plus durement. On raconte souvent que l'esprit même de la ville d'Anchorage a été totalement anéanti et détruit en raison des multiples actions menées par le gouvernement des États-Unis. L'essentiel, c'est que dans les négociations, le Kremlin ne s'intéresse qu'à la capitulation de l'Ukraine avec le retrait volontaire des forces armées ukrainiennes du Donbass. Il est évident que Kiev n'acceptera pas de telles exigences de l'agresseur. Sur la question territoriale, nous cherchons actuellement un compromis entre deux positions extrêmement opposées. Pour l'instant, nous ne l'avons pas encore trouvé. Au final, il faudra constater, soit nous avons trouvé une solution et nous mettons tous fin à cette guerre, soit nous assumons tous la responsabilité de constater que nous n'avons pas trouvé de solution et que nous continuons à nous entretuer, ce que nous faisons de manière assez efficace et professionnelle. Dans le même temps, à Washington, on continue de croire au processus de négociation. Selon Donald Trump, la guerre avec l'Iran n'a en rien influencé sa position précédente. En ce qui concerne la Russie et l'Ukraine, à quelle place cela se trouve-t-il dans ma liste de priorités? À une place très élevée. J'ai vu beaucoup de haine dans ma vie, mais je pense que cela se situe tout en haut de l'échelle. Je crois que cela arrivera. Parfois, j'en blâme un, parfois j'en blâme l'autre, mais cela reste en haut de ma liste. En attendant que les négociations soient en pause, la Russie et l'Ukraine deviennent des acteurs notables de la guerre au Moyen-Orient. Moscou apporte un soutien militaire et politique au régime iranien. Ils nous soutiennent politiquement et sur d'autres questions. La coopération militaire entre l'Iran et la Russie n'est un secret pour personne. Vous savez, nous avons déjà travaillé ensemble auparavant et cela continue et continuera, je l'espère. À son tour, Kiev, selon Volodymyr Zelensky, apportera son soutien aux États-Unis et à leurs alliés du Moyen-Orient qui souffrent des attaques de drones iraniens. Lorsque l'Ukraine est en contact avec les pays du Golfe Persique, lorsque les États-Unis d'Amérique et personnellement Trump demandent à l'Ukraine de partager des technologies qui, sans aucun doute, sont en sa possession, parmi les meilleures et les plus avancées au monde, mais c'est un signal positif qui peut certainement être utilisé pour renforcer sa position lors des négociations à l'avenir. Le 6 mars, les gardes-côtes suédois ont pris le contrôle d'un navire russe en mer Baltique. Et le point clé, le navire a été arrêté, notamment parce qu'il est soumis à des sanctions ukrainiennes. C'est ce que rapporte Reuters. Selon les autorités suédoises, le navire avait un statut de pavillon ambigu, ce qui fait également soupçonner qu'il pourrait être effectivement apatride. Le ministre suédois de la Protection civile, Carl-Oskar Bolin, a confirmé qu'il s'agissait d'un cargo figurant sur la liste des sanctions ukrainiennes, qui se dirigeait vers les côtes de Saint-Pétersbourg. Et c'est un moment très révélateur, car les sanctions ukrainiennes commencent à fonctionner dans la pratique. C'est précisément sur leur base que les partenaires internationaux obtiennent des fondements juridiques pour agir contre les schémas du Kremlin. Donc, pour ceux qui doutèrent de la nécessité pour l'Ukraine d'imposer ses propres sanctions, voici votre réponse. Le ministre américain des Finances, Scott Bessent, a déclaré que l'Amérique pourrait assouplir les sanctions contre le pétrole russe afin de pallier une pénurie mondiale temporaire due à la guerre en Iran. Il a également ajouté que des centaines de millions de barils se trouvent actuellement en mer. D'ailleurs, il est convaincu que lorsque ce conflit prendra fin, les prix du pétrole resteront durablement plus bas pendant des années, voire même des décennies. Et encore un cadeau américain pour le Kremlin. Les États-Unis ont déjà temporairement autorisé l'Inde à acheter du pétrole russe. Le ministère américain des Finances a accordé une autorisation de 30 jours aux raffineries indiennes pour acheter du pétrole russe afin d'éviter des perturbations sur le marché mondial. Après l'annonce selon laquelle les États-Unis pourraient lever les sanctions contre Poutine, le Premier ministre polonais Donald Tusk a posé une question très pertinente. Sur le réseau social X, il a écrit « La guerre au Moyen-Orient continue et le chaos se propage. Les prix du pétrole augmentent. Washington pourrait lever les sanctions sur le pétrole russe. Qui est le véritable gagnant ici ? Et enfin, la cerise sur le gâteau. Aux États-Unis, on a déclaré qu'ils pourraient tout simplement s'emparer de tout le pétrole iranien. Oui, vous avez bien entendu.
Le représentant de la Maison-Blanche, Jared Hagen, a déclaré, je cite, « Au final, nous n'aurons plus à nous inquiéter des problèmes dans le détroit d'Ormuz, car nous prendrons tout le pétrole des mains des terroristes. » Eh bien, que puis-je dire? Au moins, c'est honnête. Et que pensez-vous de telles déclarations des Américains? Écrivez, ne vous retenez pas dans les commentaires. La Chine est déjà contre son ami Poutine. L'Empire du Milieu prend le pouvoir en Asie centrale, absorbe progressivement des régions de la Fédération de Russie qu'elle considère historiquement comme siennes. Et voilà maintenant un coup économique. Les États-Unis veulent détourner la Chine vers leur propre pétrole. À Washington, on envisage la possibilité de demander à Pékin d'acheter moins de pétrole à la Russie et à l'Iran et davantage aux États-Unis, en prévision du sommet prévu entre Trump et Xi en avril. Voici tous les détails importants concernant cette situation. La Russie. La Chine parle de plus en plus souvent d'une amitié sans limite. Moscou qualifie Pékin de principal partenaire stratégique, mais aujourd'hui, une nouvelle partie géopolitique commence autour de cette amitié intitulée « Pétrole russe ». Et pour ce qui est des relations russo-chinoises, nous pouvons affirmer avec une certitude absolue que c'est véritablement toujours le printemps, et ce peu importe la saison de l'année en cours. Début avril, Trump prépare sa visite en Chine. Et c'est précisément là que les États-Unis envisagent de demander à Xi de réduire les achats de pétrole russe et, à la place, d'acheter davantage de pétrole américain. Mais il est impossible d'imaginer que la disparition, disons, des volumes de pétrole russe maintiendrait une situation normale dans l'énergie mondiale et dans l'économie mondiale. Au contraire, une baisse des volumes de pétrole entraînera une chute de l'économie russe. Bon, passons. Quoi qu'il en soit, la Chine est aujourd'hui l'un des plus grands acheteurs de ce même pétrole. Et en plus, Poutine le vend à son ami avec de belles remises. En ce qui concerne Poutine, il n'a tout simplement pas d'autre choix. Si jamais il arrivait quelque chose à la Chine et que celle-ci arrêtait d'acheter, alors la situation deviendrait vraiment catastrophique. Bien sûr, il n'y a aucun intérêt pour la Chine à renoncer à cela. Du moins, à l'heure actuelle, je ne vois pas ce que Trump pourrait proposer pour que la Chine renonce. Dans le même temps, en Occident, on affirme de plus en plus souvent que la Chine exerce une influence considérable sur l'économie russe et qu'elle pourrait donc utiliser cette influence sur le plan politique. Mais vous savez, cette guerre est entièrement soutenue par la Chine, et la Chine pourrait appeler Vladimir Poutine et mettre fin à cette guerre dès demain, simplement en arrêtant les livraisons de technologies à double usage qu'elle vend. Pékin étend progressivement sa présence économique même dans des régions qui étaient auparavant considérées comme la zone d'influence de la Russie, par exemple dans les pays d'Asie centrale. La Chine renforce son influence en Asie centrale. En Kazakhstan, il est prêt à construire une centrale nucléaire, tandis qu'en Ouzbékistan et au Kirghizistan, il cherche à conquérir les marchés automobiles. Au Tadjikistan, il revendique le secteur minier. La Chine investit dans les routes, les chemins de fer et les infrastructures. Aujourd'hui, elle est déjà le principal partenaire commercial de nombreux pays. Ce processus dure depuis très longtemps. Les intérêts chinois en Asie centrale, varient selon les pays, mais ils sont présents pratiquement depuis le tout début, après l'effondrement de l'Union soviétique. L'influence de la Chine y a tellement augmenté qu'elle est devenue visible à l'œil nu. Auparavant, cela n'était perceptible que pour ceux qui étudiaient attentivement ces pays. Bien sûr, l'influence de la Russie se fait encore sentir, mais elle diminue d'année en année. Puisque j'ai déjà mentionné l'amitié sans limite, il s'agit justement du fait que la Chine renforce aussi ses positions à l'intérieur même de la Russie, surtout en Extrême-Orient. Et il semble que cela ne plaise pas vraiment aux Russes eux-mêmes. Et les Chinois affirment depuis longtemps « Regardez, le Baïkal est à nous ». Je dis, bientôt ils diront à juste titre que la Crimée est à eux. De toute façon, ils profitent déjà de toutes nos ressources. L'or, le charbon, le pétrole, le gaz, de tout. C'est une puissance mondiale. Nous vivons dans la pauvreté. Ce qui est le plus ironique, c'est que c'est justement la Russie qui invite les entreprises chinoises, en comptant sur des investissements et le développement des régions. Poutine a réalisé beaucoup de vieilles blagues soviétiques. Il y avait une vieille blague soviétique. La nuit à la frontière finno-chinoise s'est passée calmement. Poutine avance à grands pas vers la réalisation de cette blague. Et sans aucun doute, aujourd'hui, la Russie dépend de la Chine à tous les niveaux. Il est intéressant de noter qu'il y a déjà de la panique en Russie même. Les médias russes déclarent que la Chine a l'intention de récupérer ses territoires. Dans les manuels d'histoire chinois, il est très souvent mentionné que presque toute la Sibérie, y compris la Sibérie occidentale jusqu'à la région de Tomsk, ce sont des terres chinoises temporairement perdues.
Et là, apparemment, Xi a décidé de jouer selon les règles du Kremlin, car Poutine aime lui aussi tout rattacher à l'histoire. Les entreprises chinoises sont très actives dans la région de la Sibérie et de l'Extrême-Orient. Les Chinois s'installent activement sur toutes ces terres et en extraient les ressources. Alors, la cession des territoires russes à Pékin n'est-elle qu'une question de temps? À mon avis, aujourd'hui, cela ne dépendra que de la volonté de la Chine, car, eh bien, une partie du territoire, petite certes, mais il y a tout de même des terres que la Russie a transférées à la Chine de manière tout à fait légale, n'est-ce pas? On ne comprend pas bien sur quelle base, mais elles ont tout de même été cédées. Mais bien sûr, si l'on parle de grands territoires comme l'Extrême-Orient et la Sibérie, là-bas, l'expansion économique chinoise est, dans de nombreux endroits, tout simplement totale. Il semble que la politique de l'Empire du Milieu soit assez simple. Xi choisit simplement ce qui lui est le plus avantageux, et peu importe que Poutine soit impliqué ou pas du tout. Celui-là ne traîne pas dans les pattes. Bon, d'accord, ici on va en profiter, et puis on verra bien par la suite. Si c'est avantageux, on restera dans ce genre de relation. Si ça ne l'est pas, on en verra tout balader. Et que Poutine continue de vivre dans ses rêves roses d'un partenaire fiable en la personne de la Chine. En réalité, Pékin agit selon sa propre logique. Il prend les ressources, les technologies et les investissements, mais n'assume jamais de risque pour les intérêts des autres. Les États-Unis et le Qatar négocient l'achat de drones intercepteurs ukrainiens P-1SANA. Nos militaires pourront les piloter à distance, sans porter atteinte aux intérêts de l'Ukraine. C'est ce qu'écrit Reuters. Pisyun est le nom informel du drone intercepteur ukrainien, mais ce terme est rapidement devenu un mème sur les réseaux sociaux en raison de son double sens et de l'efficacité de l'appareil dans le ciel. Les Ukrainiens ont été encore plus amusés lorsqu'ils ont appris que des intercepteurs portant ce nom allaient protéger le ciel des alliés contre les drones iraniens. En conséquence, les utilisateurs ont lancé une nouvelle série de blagues. L'Ukraine, qui lutte depuis déjà 4 ans contre les Shahed que la Russie a obtenus de l'Iran, a développé des drones intercepteurs bon marché. En particulier, le P-1SAN est une création de la société Skyfall, conçue pour détruire les drones et les hélicoptères. Le drone atteint une vitesse de 300 à 450 km/h et fonctionne à des altitudes allant jusqu'à 5000 mètres, ce qui en fait un outil efficace de défense anti-aérienne. Et que pensez-vous du développement ukrainien et de son nom original? Pendant ce temps, des dizaines de Russes sont bloqués à l'aéroport de Dubaï et y vivent déjà depuis presque 2 jours. C'est ce qu'écrivent les utilisateurs sur les réseaux sociaux. Il est rapporté que le vol pour Moscou est constamment retardé en raison des attaques de drones iraniens, les mêmes qui attaquent l'Ukraine depuis déjà 4 ans. De plus, la nourriture et l'eau doivent être achetées à leurs propres frais. Aucun endroit pour dormir n'a non plus été fourni. Baza écrit qu'actuellement, les touristes se trouvent dans la zone stérile de l'aéroport. Il semblerait qu'on leur promette d'être logés à l'hôtel une fois que la compagnie aérienne et l'aéroport auront organisé une nouvelle entrée aux Émirats arabes unis. Mais cela reste à confirmer. Dans le même temps, selon le Dubai Media Office, l'aéroport international de Dubaï a repris ses activités. La compagnie Emirates a également déclaré que les passagers ayant des vols prévus dans l'après-midi peuvent se rendre à l'aéroport. Eh bien, à vos pronostics, mesdames et messieurs, les Russes vont-ils pouvoir entrer au pays, à la mère patrie? Et la question principale, arriveront-ils à destination? Écrivez vos suggestions dans les commentaires. C'est tout pour aujourd'hui. Mettez un like à cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Ukraine aujourd'hui pour ne pas manquer nos prochaines émissions. À bientôt.